Et donc pendant ces 16 jours de compétition, quelques 2900 athlètes se sont affrontés dans 109 épreuves de 15 disciplines relevant de 7 sports. Et comment, monsieur Lirouane, comment mesurez-vous la capacité du gouvernement chinois à avoir pu accueillir un tel grand événement international sportif et surtout dans un contexte sanitaire assez particulier? Bonjour, je, je pense que c'est excellent comme travail. Comme partout en Chine, les Chinois ont réussi en fait le Covid-0 partout en Chine et aussi dans la bulle olympique. Avec bien sûr un peu d'inconvénients, hein, malgré tout, des tests de Covid, des contraintes de rester dans la zone et de moins de spectateurs que d'habitude. Mais les Chinois ont réussi comme à assurer une fête pour les athlètes. On voit à travers des reportages ce que vous venez de passer, qu'on voit le sourire des gens, on voit, ils expriment qu'ils ont bien senti l'hospitalité des Chinois, l'accueil, Welcome to China. Je me souviens aussi beaucoup de scènes passées comme ça. Ils sont enthousiastes à montrer leur repas envoyé par les robots pour diminuer le contact avec les hommes, etc. Je pense c'est très innovant, très accueillant, très chinois. Et je suis fier que notre pays puisse offrir cette fête aux athlètes venus du monde entier. Et quelles ont été les particularités de ces Jeux d'hiver de Beijing pour vous? Je pense que d'abord il y a c'est la discipline en fait de tous les comment dire volontaires, tous les Mhm. bénévoles, parce qu'il faut appliquer à la rigueur en fait tous les mesures anti-Covid. Ensuite c'est l'innovation. C'est-à-dire le robot par exemple qui envoie le plat, par exemple le TGV dans lequel on passe des émissions, Mhm. c'est également, je pense, le côté vert. Et c'est un géo qui est le plus économique Mhm. de l'histoire presque. On fait à peu près un quart du budget du géo d'hiver dernier. On a réutilisé beaucoup d'installations précédentes, c'est-à-dire pendant les jeux géo de 2008. On les transformé pour adapter aux exigences des sports d'hiver. Et puis utilisation de neige artificielle, etc., avec de l'eau de récupération et l'énergie renouvelable. Je pense que c'est effectivement très vert et dans l'application, on voit bien la discipline des bénévoles et des services. Ensuite, on voit bien l'hospitalité à la chinoise. Donc vous avez bien mentionné la nouvelle technologie utilisée pendant les Jeux et aussi le concept de géo vert, c'est ce dont on va parler dans quelques instants. Et Nicolas, vous avez suivi de très près les Jeux d'hiver à Pékin. Quelle est votre impression sur ces 16 jours de compétition en Chine? C'est vrai qu'on pouvait se poser la question, hein, vu qu'on dans cette condition actuelle hein, dans le monde de pandémie mondiale, comment la Chine allait organiser ça, sachant que voilà, elle devait suivre sa politique de zéro Covid, Mhm. hein, assez stricte, beaucoup plus stricte que dans la plupart des autres pays, je dirais, et surtout que ce soit l'Europe ou en Amérique du Nord. Donc elle a réussi à imposer, je dirais, ces mesures strictes, en même temps en restant humaine et en accompagnant les athlètes, en leur expliquant avec ses volontaires qui étaient là pour faire le travail, pour expliquer, qui pouvaient parler différentes langues, hein, puisque Mhm. évidemment la plupart des athlètes ne parlent pas chinois, mais Mhm. ces volontaires étaient là pour leur parler, leur expliquer les consignes de sécurité. Et donc, même si je pense que les athlètes avaient un petit peu peur, avec quelques appréhensions, on va dire, hein, honnêtement, avant de venir participer à ces Jeux d'hiver à Pékin, dans ces conditions, en fait, au fur et à mesure, ils se sont habitués, ils se sont adaptés, ils ont compris les mesures, ils ont compris les raisons pour lesquelles on les protégeait. En fait, on protégeait à la fois la population chinoise, mais également protéger les athlètes pour qu'ils Mhm. puissent participer aux Jeux, puisque si jamais ils étaient positifs au Covid, ils doivent partir en quarantaine et peut-être rater les épreuves, alors qu'ils se sont entraînés pendant des années hein, pour participer. Donc, grâce à ces mesures assez peut-être strictes, mais efficaces, les athlètes ont pu participer aux Jeux. Et
la grande majorité ont pu participer au jeu dans leur discipline sans problème. C'est vrai que finalement les sportifs se sentent rassurés tout au long final, des compétitions. Et tout à l'heure, les sportifs ont parlé de la neige artificielle. Est-ce que c'est vraiment une sorte de neige plus adaptée aux compétitions ? Bah là, on peut se poser la question, alors neige artificielle, neige naturelle, on peut se dire si c'est artificiel, c'est moins bien, c'est moins bon, mieux vaut la neige naturelle. Mais en fait, la neige naturelle, elle est justement variable en qualité, hein, ça dépend. Si c'est les premières neiges qui tombent, elle peut être glissante, elle peut s'enfoncer. Si c'est après des super couches de neige, ensuite là, elle peut être glacée également, donc ça peut être aussi dangereux pour les skieurs, hein, quand il faut une descente en slalom ultra rapide. Et la qualité de la neige varie en fonction des jours et du temps. Alors que là, avec cette neige artificielle qui a été technologiquement bien étudiée, ça permet, je dirais, une meilleure égalité, une meilleure justice pour tous les skieurs, puisqu'ils ont la même qualité de neige. Et comme disait une des participantes, en fait, cette neige, c'est une neige standard qu'on aime, on apprécie skier dessus, parce que voilà, là, elle respecte les normes habituelles, en fait. Et Elsa, je ne vous ai pas oublié en ligne, vous êtes un grand fan des jeux des jeux d'hiver de Pékin aussi. Quelle est votre impression sur ces 16 jours de compétition? Est-ce que ça vous a plu? Déjà, je suis très heureuse de participer à cette émission parce que c'est un petit peu... j'ai l'impression que c'est des jeux qui vont rentrer dans l'histoire et moi je suis très contente de participer à cette émission. Et c'est des jeux que j'ai adorés. En fait, si vous voulez, moi la passion des Jeux Olympiques, elle est assez récente. Ça a commencé avec les JO de Londres en 2012. Et je me suis aperçue qu'en fait, je préférais les jeux d'hiver aux jeux d'été. Bon bah voilà, je dois être une des seules personnes au monde à préférer les jeux d'hiver aux jeux d'été, mais c'est vrai que je préfère les jeux d'hiver en général. Et là, j'ai vécu 16 jours de folie, j'ai adoré. J'ai même un petit peu parfois mis le travail de côté pour pouvoir regarder, parce que si vous voulez, en plus avec le décalage horaire, c'est un petit peu compliqué pour nous. La plupart des épreuves commencent à 2h du matin pour la France. Ah donc, oui, c'est vrai. Heureusement, France Télévisions a bien fait le job en passant les meilleures épreuves en différé. Ils les ont passées l'après-midi, donc on a pu profiter des jeux en fait tout le long de la journée jusqu'à 18h30, et il y avait des émissions spéciales où les athlètes venaient raconter un petit peu leur journée, etc. Donc c'était vraiment c'était 16 jours extra. On parlait aussi de la qualité de la neige. En fait, je rebondissais là-dessus parce que c'était une des premières choses que notre porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture, Alexis Pinturo, avait dit en arrivant sur les sites. Alors, je ne sais plus si c'était à Yanqing ou à Zhangjiakou, je ne sais plus exactement où ils ont skié. Les pistes de ski alpin, je ne sais plus où elles sont exactement. Je ne sais plus si c'est sur un site ou sur l'autre. Mais il était impressionné par la qualité de la neige. Il a dit, je suis vraiment content de skier sur une neige comme ça, parce que ça a beau être de la neige synthétique, mais effectivement, comme disait l'athlète malgache, c'est la meilleure des neiges en fait pour les athlètes. La neige artificielle. Donc ça a été Oui, et d'ailleurs je pense que c'était une fausse polémique quand les gens disaient oui, il y a 100% de neige artificielle, c'est un désastre écologique. Je rappelle à tout le monde qu'il y avait 90% de neige synthétique aux Jeux de Pyeongchang, donc en 2018, et 80% de neige synthétique en 2014. Il y a un phénomène global qui s'appelle le réchauffement climatique qu'il ne faut pas oublier. Et je dirais aussi que par exemple dans les stations de moyenne montagne en France, en hiver, on n'a plus de neige. Donc c'est pas la faute de la Chine d'avoir dû créer de la neige synthétique, c'est comme ça, malheureusement, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Et on a l'impression que les sportifs préfèrent la neige artificielle aussi. Exactement. Et voilà, en fait, donc c'est un petit peu un coup de chance en fait que les athlètes préfèrent la neige synthétique. Et c'est vrai que il est tombé un petit peu de neige, il est même tombé beaucoup de neige pendant ces Jeux de Beijing. Il est tombé 20 bons centimètres de poudreuse, et c'est vrai que je pense que ça a plus gêné les athlètes qu'autre chose, qui préféraient justement la neige synthétique. Donc c'est pareil, le coup de la neige synthétique, désastre écologique, c'est vraiment un faux débat total, puisque les athlètes ont été plus à l'aise avec de la neige synthétique. Donc pour résumer, 16 jours de grands spectacles, d'émotions, avec très peu d'accidents, parce que c'est pareil, il n'y a pas eu d'accidents très graves, il n'y a pas d'athlètes qui se sont retrouvés les quatre fers en l'air, avoir avec des membres brisés ou des choses comme ça. Il n'y a pas eu ce genre d'accident. Il n'y a pas eu non plus, et ça c'est pareil, ça fait malheureusement partie du sport moderne, il n'y a pas eu de problème de dopage. Alors si on accepte la patineuse russe, mais qui a été dopée avant les Jeux de Pékin et non pas pendant les Jeux de Pékin. Donc il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident grave, et je pense que c'était des jeux
vraiment très, très appréciable pour tous les fans de sport de glisse comme moi, qui suis une skieuse modeste, mais qui adore le ski tout de même. Donc après tous vos résumés, on peut dire que c'est une édition simplifiée, sûre et splendide, comme la Chine avait assuré au monde. Et Elsa, pour vous assurer, vous n'êtes pas la seule à adorer les JO d'hiver, même plus que les JO d'été, car selon le Comité international olympique, les JO d'hiver de Beijing ont eu la meilleure audience jamais enregistrée dans l'histoire des Jeux d'hiver. Et sur les plateformes numériques également, ces Jeux ont enregistré une audience historique, l'événement ayant été suivi par plus de 2 milliards de personnes sur les réseaux sociaux. Et les JO d'hiver sont en général moins suivi que les GOTT normalement, mais Monsieur Lihuan, et alors pourquoi cet engouement particulièrement pour les JO d'hiver à Beijing? Je pense que, en tant que Chinois, on n'a pas l'habitude de regarder les JO d'hiver en fait. C'est plutôt les JO d'été, effectivement. Mais le fait que ce JO de 2022 se tient à Pékin attire les Chinois à voir, finalement, c'est à côté de chez moi, à quoi ça ressemble les sports d'hiver. Donc, il y a, je sais pas combien de Chinois, parmi ces stadistes, je pense qu'une bonne partie de ces quelques milliards de Chinois, c'est devant chez eux, c'est avec leurs athlètes préférés, avec aussi de la nouveauté, des sports qu'ils n'ont jamais vus, des sports intéressants à voir. Ensuite, je pense aussi, ça attire beaucoup de la jeunesse, des athlètes, tous des jeunes, et surtout nous avons Ailing Ku par exemple, et Yiming Su, je pense, qui sont des jeunes qui ici leur champion très tôt, ils ont réussi en fait à persévérer, à montrer leur persévérance, la réussite, et ça je pense c'est des bons exemples pour les jeunes. Du coup les parents sont ok, regardez ces jeunes, ils font bien leurs études, en plus ils travaillent bien leur géo, et je pense pour les parents aussi de montrer des bons exemples à leurs enfants, comme en Chine on fait très attention à l'éducation des enfants. Je pense voilà, tout ceci fait que ces jeux deviennent en fait occupent une partie majeure de la place de presse. Est-ce que ça joue aussi lorsqu'on est dans un contexte sanitaire particulier, on est plus passionné de voir un événement international sportif qui nous passionne comme ça? Oui, bien sûr, on va dire, là, pour rebondir un petit peu sur ce modèle de ces jeunes athlètes là, qui sont à la fois bons à l'école et à la fois des très grands sportifs et en même temps charismatiques. Et ça c'est intéressant parce que souvent c'est peut-être aussi une critique un peu cachée de certains pays occidentaux, disant que oui, la Chine c'est une grande fabrique de machines, de fabrique à champions. C'est-à-dire comme si ces champions n'étaient que des outils et qu'en fait ils n'avaient pas vraiment de personnalité, qu'ils étaient juste on pouvait les remplacer et puis on les forçait à s'entraîner des heures et des heures pendant des années et on faisait des champions. Alors que là on voit que il y a un grand sourire, ce Su Yiming très heureux, 17-18 ans, super, très, très enthousiaste d'avoir gagné sa médaille d'or. Gu Ailing aussi qui est à la fois fashion model, qui travaille très bien à l'école et qui a en plus cette qualité athlétique exceptionnelle. Et puis d'autres par les patineurs chinois aussi, qui étaient très beaux à voir, plein de grâce à les voir sur la glace. Donc tout ça c'est un bon modèle que les athlètes chinois ont envoyé vers la Chine et vers le monde aussi, vers le monde entier. Et puis après évidemment après c'est la magie du sport, on va dire, quand il y a des patineurs ou des athlètes qui se dépassent et qui montrent ces valeurs de courage, de ténacité, et puis aussi cette douleur, cet effort énorme, mais en même temps cette joie d'avoir réussi à se dépasser. Et ça c'est très, très beau pour le monde entier. Oui. Et tous les stars, les modèles sportifs dont vous avez parlé, on va en parler encore tout à l'heure, puisque ça crée vraiment un sacré phénomène en Chine. Et Elsa, vous avez l'habitude de suivre les sports d'hiver, mais selon vous, pourquoi cette fois un tel engouement pour les JO d'hiver de Beijing?
Alors il y avait peut-être un petit peu un phénomène de curiosité aussi de la part du public, hein. Comme on en a parlé tout à l'heure, peut-être que les gens voulaient savoir s'il allait se passer des choses un petit peu particulières compte tenu du contexte sanitaire un petit peu particulier. Et je pense aussi qu'en fait, vous savez que la Chine a accueilli 2 fois les Jeux Olympiques, ce qui est une première, hein, pour une même ville. Elle avait accueilli les Jeux Olympiques d'été en 2008 et ça avait été un grand succès critique, entre guillemets, si je puis dire ça comme ça, et sportif, puisqu'il y avait la cérémonie d'ouverture qui avait été orchestrée par Zhang Yimou, qui a également orchestré les 2 cérémonies d'ouverture des JO de 2022. Ça avait été très suivi, ça avait été beaucoup commenté et les gens avaient adoré franchement les Jeux de Pékin, et je pense qu'ils voulaient aussi savoir si la Chine pouvait faire aussi bien pour les Jeux d'hiver. Donc ça, déjà, ça pouvait créer une première curiosité de la part du public. Deuxième curiosité, c'était de savoir si la Chine allait pouvoir surmonter tous les défis logistiques et entre guillemets médicaux que ça allait représenter. Je pense les gens ont pu penser qu'il y aurait beaucoup peut-être de défections d'athlètes qui auraient pu tomber malades ou des choses comme ça, et on a vu que la bulle sanitaire avait bien fonctionné parce qu'il n'y a pas eu quasiment d'annulation d'épreuves ou d'athlètes qui n'ont pas participé parce qu'ils avaient attrapé la Covid, puisqu'il n'y a quasiment pas eu de cas de Covid dans le village olympique. Et voilà. Et donc, voilà, il y avait cette attente. Est-ce que la Chine ferait moins bien, aussi bien, mieux que pour les Jeux de 2008? En même temps, la technologie a avancé aussi. Et puis là aussi, il y avait tout un phénomène alors, je sais qu'on en reparlera plus tard, hein, des vedettes qui sont nées lors de ces Jeux Olympiques ou qui ont confirmé un peu leur talent. C'est des gens qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux, qui font des petites vidéos rigolotes dans les coulisses, ou qui se filment beaucoup, qui faisaient partager leurs expériences. Et ça, je pense que les gens on va dire de 40 ans et même de 50 ans et moins, parce qu'il y a quand même des gens qui sont de plus de 40 ans qui sont branchés, qui ont pu suivre sur les réseaux sociaux ces Jeux Olympiques de manière un petit peu off et de manière un peu plus amusante. Voilà. Donc, et en fait, c'était juste pour répondre à une première pré-question. En fait, pourquoi les jeux d'hiver sont un petit peu moins suivis que les jeux d'été? Ça, c'est tout simplement parce que, d'abord, c'est une question géographique, hein. Il y a moins de massifs montagneux dans le monde. Il y a beaucoup plus de zones, entre guillemets, tempérées que des massifs montagneux. Donc, évidemment, ça concerne moins de personnes, même si cette année, on a pu se féliciter de la participation d'athlètes venus d'Afrique ou d'Amérique latine ou des Caraïbes pour ces jeux d'hiver, ce qui était une première. Et effectivement aussi, les sports d'hiver ont longtemps souffert, en tout cas en France, mais je pense que c'est un peu dans tous les pays d'Europe du Nord et centrale, d'une image un petit peu de sport, si vous voulez, de privilégié, hein. Souvent dans les années 70-80, on disait que seuls les riches pouvaient faire du ski, et maintenant on voit que c'est une image qui est complètement dépassée, c'est plus du tout le cas. Il y a beaucoup de gens qui font, et de plus en plus de gens qui font des sports d'hiver, et je m'en félicite grandement, parce qu'en France on a de très beaux domaines skiables, des belles installations, et beaucoup de massifs, même de moyenne ou de moyenne montagne, qui ont beaucoup à offrir, et c'est toute une ambiance, la montagne. C'est vraiment une philosophie presque de vie. C'est quelque chose qui, voilà, on s'élève, on est au-dessus des nuages, on respire bien. Voilà, il y a le grand ciel bleu, et puis le ski, c'est une sensation de liberté totale, et c'est vraiment, c'est une ambiance à part. Et c'est aussi pour ça que j'aime le ski et la montagne, parce que voilà, ça permet de nous évader un peu, d'oublier les soucis de ce monde. Voilà, on est sur les skis, on glisse, on ne fait rien d'autre. Et je pense que c'est aussi l'état d'esprit des athlètes quand ils sont sur leur ski ou leur planche. Et justement, comme vous dites, les sports d'hiver sont parmi les sports les plus pratiqués, les plus aimés en Europe. Et j'imagine que les Jeux ont été beaucoup suivis en France. Oui, alors la cérémonie d'ouverture, elle a été suivie par à peu près 3 millions de téléspectateurs, ce qui est presque aussi bien que la cérémonie des Jeux de Tokyo, donc on peut s'en féliciter, c'est une très bonne nouvelle. Et en moyenne, de manière journalière, je parle en direct, hein, sur France Télévisions, c'était une moyenne de 1,46 millions de téléspectateurs quotidiennement. Donc accumulé, je pense qu'on va peut-être battre même les Jeux de Tokyo, qui avaient réuni 50 millions de téléspectateurs, c'est 80% de la population française. Donc ça, c'est une chose. Je vous rappelle que la toute première édition des Jeux Olympiques s'est tenue en France en 1924, c'était à Chamonix, très belle station d'ailleurs. Chamonix, c'est la première station où j'ai skié. Voilà, des vieux souvenirs d'enfance. Et on a accueilli les Jeux 2 autres fois, en 1968 à Grenoble et en 1992 à Albertville. Donc voilà, on a de belles installations olympiques qui sont restées dans ces
dans ces villes-là. Et de toute façon, la France, c'est bon. Je vous avais dit qu'il y a de très très beaux domaines skiables, de très belles montagnes. On a aussi des grands champions. Quentin Fillon-Maillet, par exemple, dont on reparlera plus tard, et bien évidemment, parce que c'est lui, pour lui, c'était ces Jeux, c'était la plus grande star française de ces Jeux de Pékin, et je pense que la France peut lui dire merci, c'est pour ça qu'on est resté dans le top 10 des médailles. Voilà, il est originaire du Jura, de Champignol dans le Jura. Et le Jura, en fait, c'est aussi des belles pistes de ski, mais qu'on connaît moins bien que les Alpes ou les Pyrénées. Et je pense que grâce à lui, ça va faire revivre toute une industrie locale, puisque le Jura, bon, évidemment, il n'y a pas que le ski, il y a aussi toute une industrie horlogère ou même gastronomique qui est très importante. Mais je pense que la médiatisation de ces personnalités du sport français fait aussi vivre toute une industrie sur place. C'est-à-dire que quand on sait d'où ils viennent, par exemple, il y a aussi Justine Brezas-Boucher qui a gagné la médaille d'or en biathlon, qui est originaire d'Albertville, donc la ville qui a accueilli les Jeux Olympiques en 1992. Et voilà, donc ça fait un petit peu revivre aussi des souvenirs olympiques, et on se souvient que la France est une grande nation des sports, a été et sera toujours une grande nation du ski, même si on n'est jamais très très en haut dans le tableau des médailles. On a quand même de très jolis trophées, encore cette année, et je pense que c'est pas fini, l'histoire olympique continue à s'écrire pour nous aussi.